Chers téléspectateurs, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous Dr Cherif Amir, professeur de sciences politiques. Bonsoir, Dr Cherif. Bonsoir, monsieur. Merci bien d'être avec nous ici au studio de Nile TV. Merci. Et surtout pendant le mois de Ramadan. Dr Cherif, j'avais fait une petite intro concernant la politique étrangère de l'Égypte. La politique étrangère de l'Égypte qui a été depuis 2013 basée sur une diversification des relations avec nos partenaires, que ce soit des partenaires arabes, régionaux ou internationaux. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, avait mis comme priorité, depuis le début de son premier mandat, que la politique étrangère est à la tête des priorités. Aujourd'hui, cette priorité a été mise en place par le président. Et l'Égypte a toujours la même politique envers les diverses questions, que ce soit arabes ou régionales, et surtout la cause palestinienne. Mais je préfère commencer notre émission, puisqu'on a parlé tout à l'heure concernant le dossier libyen. Une petite intro également de votre part. Comment vous, en tant que professeur de sciences politiques, vous, à l'Université de Paris, comment vous voyez la politique étrangère de l'Égypte? Est-elle une nouvelle politique ou pas? Bien sûr, c'est une politique qui fait rupture avec l'ancienne politique étrangère égyptienne avant la révolution du 25 janvier 2011 et aussi la révolution du 30 juin. À l'époque du président Moubarak, on a vu quand même l'Égypte a perdu un petit peu sa position au Moyen-Orient, à ne pas trop infiltrer dans les questions, ou pas infiltrer, mais prendre des positions claires. Et bien sûr, après ça, à l'époque qui a suivi, c'était un chaos pour la politique égyptienne. Il y a eu une négligence également envers le dossier africain et le continent africain plutôt. Bien sûr, c'était une politique non organisée du tout, c'était une vision très floue, les gens n'étaient pas au courant des dossiers cruciaux. Et c'était très dangereux pour l'avenir de l'Égypte. Et je crois que c'est là que le président Sisi a compris qu'il faut d'abord commencer par le dossier de l'Afrique, surtout avec la question de l'eau, avec l'Éthiopie, qu'il faut ouvrir toutes les portes de négociation à tout prix. Comme il l'avait dit lui-même, le président, on ne va jamais soulever les armes contre nos frères, mais on va sauvegarder tout de même notre souveraineté. Et je crois qu'on a vu la visite du président Museveni, qui est le président ougandais, et ça montre très bien que... la volonté politique. Bien sûr, de l'Égypte, et que surtout que le président Museveni, c'est un des piliers de la politique africaine, et qu'il accepte de venir au Caire, c'est-à-dire qu'il a compris très bien que l'Égypte est un pilier aussi dans cette région, elle a repris sa place, et qu'il y a une volonté quand même de négocier sur la question du Nil et qu'on n'est pas vraiment précipité à une confrontation. D'accord. Docteur Cherif, aujourd'hui, le dossier libyen reprend encore une fois le dessus de l'actualité avec notamment la réunion de notre ministre des Affaires étrangères avec ses homologues tunisiens et algériens. La situation en Libye aujourd'hui, comment vous la voyez, surtout après cette petite désescalade depuis 1 ou 2 semaines? Actuellement, à l'heure qu'on parle, l'armée libyenne est en train d'avancer sur la ville de Derna. Le combat de l'armée libyenne régulière, que nous, en Égypte, on souhaite que la communauté internationale soulève les sanctions, l'embargo d'armement pour cette armée, parce que c'est une armée régulière, ce n'est pas une milice. Le général Khalifa Haftar est un représentant légitime du peuple libyen actuellement. Et je crois qu'à l'heure actuelle qu'on parle, les efforts qui sont déployés sont très très importants parce que ça montre qu'il y a une volonté militaire à mettre fin aux enclaves terroristes là-bas. Ça, c'est d'une part. D'autre part, sur le niveau diplomatique, je crois que la réunion qui a eu lieu hier entre les voisins de la Libye, l'Égypte, la Tunisie, l'Algérie, et en Algérie surtout, ce n'est qu'une réussite de la diplomatie égyptienne. Et pourquoi? Parce que tout simplement, la doctrine diplomatique de l'Algérie, c'était ne pas intervenir, ne pas se mêler. Or, nous, on ne parle pas de se mêler, mais on parle de protéger le peuple libyen
pour qu'on puisse nous aussi nous protéger. Il y a eu des informations qu'il y a eu des infiltrations armées au sein du territoire algérien et que l'Égypte avait raison que le feu qui se passe, qui était déclenché en Libye, ça va nous brûler tous et qu'on doit agir. Alors, ça montre que l'Algérie a commencé à changer sa doctrine là-dessus, que ce n'est pas une question d'ingérence, mais plutôt une question de protection de la souveraineté de la Libye et des pays voisins. D'autre part aussi, en Tunisie, la politique a changé quand même après la défaite des frères musulmans là-bas par Ranouchi et cette partie politique a échoué vraiment dans le processus politique dernièrement. Et maintenant, il y a une nouvelle volonté très claire chez les Tunisiens à combattre le terrorisme. Alors maintenant, l'Égypte a repris le dessus là-dessus. Ça, si on l'a fait avec réussite, comme on avait fait aussi, et moi je parle ici par expérience que je connais de ce que je dis, en France, personne ne voulait parler avec le général Khalifa Haftar. Il y avait une animosité entre les Français et lui. Oui. Or, la politique égyptienne, la diplomatie égyptienne, partait du point que c'est un interlocuteur légitime qu'il faut accepter et qu'il faut parler avec. Il était reçu par le président Macron à l'Élysée. Ça, c'est une réussite de la diplomatie égyptienne. Il est maintenant reconnu en tant qu'interlocuteur. Légitime. Bien sûr. Ah, ouais. Et je crois que l'obstacle qu'on a aujourd'hui, c'est comment couper les mains des pays qui vont vraiment ou qui agissent vraiment pour déstabiliser la Libye. Je veux dire par là la Turquie et le Qatar. Ah, on a vu ce qu'ils ont fait dans le monde arabe et ils ne cessent pas de le faire. Heureusement, l'Égypte n'est pas seule. On a nos amis et nos frères des Émirats qui aussi partagent avec nous ce souci que la Libye doit être déstabilisée, en stabilité. Et nous, on essaye de faire comprendre que l'embargo d'armement ne doit pas être à l'encontre de l'armée libyenne, mais à l'encontre des milices qui existent toujours, que ce soit à Derna, que ce soit à d'autres villes. On a libéré Benghazi, bien sûr, mais quand même, il y a eu des attentats contre le chef d'état-major libyen. Ça montre qu'il y a quand même des efforts qui sont encore faits par Ankara et Doha à déstabiliser cette région. D'accord, on va s'arrêter quelques instants, Dr Cherif. Nous avons en ligne avec nous M. Volkrad Winfour, président de l'Association de la presse étrangère en Égypte. Monsieur Volkrad, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Volkrad, Dr Cherif, Amir, professeur de sciences politiques, nous parlait de la preuve de cette nouvelle politique égyptienne internationale qui a réussi à changer ou à influencer ou à faire son impact sur certains pays envers divers dossiers régionaux. On est la preuve aujourd'hui, le changement, ce qui se passe, la réunion du ministre des Affaires étrangères avec son homologue tunisien et algérien et les déclarations concernant le dossier libyen. Je m'arrête sur le dossier libyen aujourd'hui. Comment vous voyez la déclaration du ministre Sameh Choukri et ses homologues? Je vous dis, le ministre égyptien des Affaires étrangères confirme la position égyptienne essentielle en ce qui concerne la Libye, veut dire de trouver une solution pacifique, politique, mais en même temps, les trois ministres des Affaires étrangères, de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Algérie, sont convaincus de la nécessité de préparer le terrain pour être capable de trouver une solution politique telle qu'elle. Ça veut dire, en déclarant que le but essentiel est de trouver un moyen pacifique, ça n'exclut pas du tout de nettoyer le territoire libyen des terroristes qui ont déjà démontré leur vraie nature en Libye, en Syrie et jusqu'à maintenant même en Irak. C'est pourquoi je crois que les trois pays, et l'Égypte
principe du premier jour, ressentent la nécessité de rétablir un État libyen fort et en même temps d'éliminer les éléments terroristes sur le territoire vaste de la Libye, afin de soigner aussi les frontières entre les trois pays. L'Égypte, par exemple, a une frontière avec la Libye de longueur de 1300 km. Et aussi la Tunisie. Et toujours, on a vu que des terroristes viennent de la Libye jusqu'à même dans quelques oasis de l'Égypte. Et il y avait beaucoup de difficultés. C'est pourquoi le gouvernement égyptien et le président et même la population telle qu'elle sont très convaincus de la nécessité de nettoyer les fiefs des terroristes en Libye afin d'être capable de rétablir un État fort, convaincant. Et je crois que ce but est une des nécessités de l'Égypte, de la Tunisie, de l'Algérie, et ça ne va pas changer. Oui. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Volrad Winfour. Vous êtes président de l'Association de la presse étrangère en Égypte. Merci pour ces clarifications. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Dr Cherif, je reprends toujours avec ce dossier. Une des dernières déclarations du ministre Sameh Choukri et son homologue tunisien et algérien, qu'il s'engage toujours à suivre le plan de travail qui a été présenté par l'émissaire Ghassan Salamé en 2017. Ce plan de travail, normalement, a été adopté, bien sûr, par le Conseil de l'ONU, le Conseil de sécurité, en 2017. On parle aussi des meilleures solutions pour trouver une crise au dossier libyen. On parle de solutions pacifiques, on parle également de comment préserver la sécurité, la stabilité de chaque pays, que ce soit un pays voisin ou pas. Le plan de travail Ghassan Salamé, comment vous voyez ces résultats jusqu'à aujourd'hui? La Libye, depuis 2011, toujours avec pas toujours les mêmes affrontations ou confrontations avec ce groupe terroriste, avec l'ampleur de Daesh comme il était auparavant, mais toujours une crise plutôt politique et parallèlement aussi sécuritaire. Bien sûr, mon respect à M. Ghassan Salamé et tous les acteurs politiques et diplomatiques là-dessus. Sauf que, regardons par exemple ce qui se passe en Syrie, par comparaison. Il y a eu un nettoyage de tous les enclaves terroristes et maintenant, comme le président Vladimir Poutine, lorsqu'il a rencontré la semaine dernière son homologue syrien Bachar el-Assad, il a dit c'est maintenant qu'il faut commencer alors le processus diplomatique et le processus politique. C'est comme ça que les choses se font. Comment on peut réaliser un plan politique et il y a des éléments étrangers qui occupent des villes stratégiques en Libye encore, menacent les populations civiles. Oui. Je répète, les éléments sont étrangers, ils ne sont pas des Libyens même. Ils sont des éléments qui sont venus d'autres pays et qui font la guerre là-bas avec un financement extérieur. Oui. Je comprends lorsqu'on parle de volonté diplomatique, lorsque la communauté internationale, il y a une unanimité claire et une volonté solide à trouver une solution. Mais là, comment on peut faire lorsqu'il y a deux pays dans la région qui ne souhaitent pas voir la Libye en stabilité parce qu'ils veulent menacer la sécurité de l'Égypte? Oui. Si on regarde jusqu'à maintenant les vidéos qui émanent de notre porte-parole de l'armée égyptienne, toujours il y a des vidéos où on voit les convois armés, les pick-up qui entrent de la Libye et qui veulent infiltrer l'Égypte. Et comment notre force armée, qui est brave et qui est toujours réveillée, elle surveille et elle peut les neutraliser. C'est-à-dire qu'il y a quand même une menace. Alors, si on va commencer un processus, il faut commencer un processus sur une base solide et claire. Il faut que la Libye soit souveraine. Il faut que la Libye, d'abord, ait une armée régulière,
comme la Syrie a une armée régulière, il faut respecter les représentants que les pays voisins acceptent. Nous, tous, il y a unanimité sur la personnalité du Khalifa Haftar. Pourquoi il y a des pays qui ne veulent pas de lui? Il faut se poser la question. Et là, je crois qu'il faut d'abord commencer par chasser ces éléments qui terrorisent les populations. Oui. Est-ce que vous croyez que lorsqu'on va parler avec toutes les oppositions libyennes ou toutes les partis, les factions politiques, il y aura les éléments de Daesh ou d'autres éléments djihadistes qui sont là, au Al-Qaïda, qui vont dire « Ah bon, d'accord, nous sommes d'accord avec vous ». Non, mais vous avez cité tout à l'heure que la réunion de ministre égyptien de Sameh Choukri avec ses homologues et la déclaration algérienne et tunisienne est déjà un bon début, une preuve que l'Égypte avait raison concernant la sécurité des frontières des pays voisins. Ce début, est-ce que ça nous donne plus d'espoir pour vraiment tenter de trouver une issue à cette crise concernant le dossier libyen? Bien sûr, bien sûr. Toute volonté de coopération dans les pays limitrophes de la Libye, c'est toujours quelque chose de positif. On ne peut pas le négliger. Pourquoi on est dans cet état-là? Parce que la Tunisie, à un certain moment, n'a pas réagi vraiment. L'Algérie n'a pas réagi vraiment. L'Égypte était vraiment occupée par ses affaires internes. Mais maintenant, on doit tous agir ensemble. Il y a une volonté commune. Je crois lorsqu'on va fermer les frontières d'une façon très solide pour qu'il n'y aura plus d'infiltration, lorsque l'Algérie va faire quand même, elle a des appuis à l'intérieur des factions politiques, je parle, au sein de la Libye, ils vont faire la pression et quand même... Est-ce que l'Algérie est toujours la même, toujours marquée par cette armée algérienne forte? Est-ce que l'armée algérienne, elle est toujours aussi solide qu'elle l'a été toujours? Bien sûr, l'armée algérienne, elle est très bien équipée. C'est une armée qui a passé comme nous une guerre avec le terrorisme, une guerre affreuse. Je crois que l'armée algérienne maintenant, la question c'est plutôt les opérations spéciales, c'est pas question d'armée uniquement. Je parle de la complémentarité de ce travail conjoint, de cette volonté politique de la part de l'Égypte, de la Tunisie et de l'Algérie. Cette complémentarité qui remet encore une fois sur les rails ce processus libyen pour tenter de trouver une issue à la crise. À mon avis là-dessus, on n'aura pas beaucoup d'informations dans les médias parce que ça devient des opérations de renseignement et des opérations secrètes. Et je crois que ces trois pays, surtout l'Égypte et l'Algérie, ils ont la capacité, ils ont les meilleures forces spéciales dans cette partie, voilà, à agir et à infiltrer et neutraliser certains éléments. Mais je crois aussi qu'il est important de mettre un plan entre les trois pays, ne pas lier ce plan à la communauté internationale. Comment? C'est-à-dire qu'il y a des menaces immédiates à la Tunisie, à l'Égypte, à l'Algérie de ce qui se passe. Je crois que ce n'est pas la même chose pour l'Union européenne. L'Union européenne, la seule chose qui le concerne en Libye, c'est deux choses. Les puits de pétrole et l'immigration clandestine. Alors que nous, c'est totalement une autre question. Bien sûr, on est occupé aussi par la richesse de la Libye, que ce ne soit pas contrôlé par des forces extérieures. Deuxièmement, on ne veut pas de l'immigration clandestine parce que c'est quelque chose d'affreux qui détruit la jeunesse de cette région. Mais en même temps, les trois pays, et à leur tête, l'Égypte respecte la volonté du peuple libyen. Bien sûr. Voilà, justement. Mais ce qui reflète, comme vous l'avez affirmé tout à l'heure, concernant de ce gouvernement légitime de Khalifa Haftar. Exactement. Oui. Exactement. Et c'est pour cela on réclame devant la communauté internationale que l'embargo de l'armement soit soulevé pour que le pays soit souverain, que ça soit comme tous les pays du monde, que ça protège lui-même. Et deuxièmement, qu'il y aura un interlocuteur vis-à-vis des Européens, vis-à-vis des Américains, vis-à-vis d'autres partis et qui peut vraiment négocier. Après ça, on aura des élections, on pourra parler d'autre chose. Mais il faut maintenant un représentant de l'État libyen. Il faut que cet État soit souverain. Et je crois que maintenant, si vous avez vu, il y a la parade militaire libyenne il y a eu 2 semaines.
vous voyez la jeunesse libyenne. Il y a une jeunesse libyenne qui a rejoint l'armée, qui veut sauver son pays et qui est là, sont tous des Libyens, ils sont fiers de leur pays et nous, on doit les encourager, ne pas amener d'autres forces pour les aider, mais eux-mêmes doivent œuvrer. Alors, eux, ils doivent œuvrer pour leur sécurité, pour leur démocratie et pour leur souveraineté. Et je crois que le peuple libyen est à leur hauteur. Sauf que nous, en tant que voisins, on a un devoir, c'est de les aider à se débarrasser des éléments terroristes et à parler aussi vis-à-vis de la communauté internationale qu'il y a des pays comme la Turquie et le Qatar qui doivent vraiment ne plus se mêler dans cette région. Parce que déjà, ce qu'ils ont fait en Syrie, ils ont fait ailleurs, c'est déjà une catastrophe, alors que maintenant qu'ils ne se mêlent plus du dossier libyen. Et je crois que l'Égypte a réalisé des résultats extraordinaires sur la signification de la souveraineté libyenne. Pourquoi? Parce que depuis la chute de Kadhafi, la volonté, c'était de montrer au monde que c'est ce qu'on appelle en anglais failed state, que c'est un État détruit, c'est fini, qu'il n'existe plus. Et que c'était comme ça qu'il faut accepter, donc diviser la Libye, donc contrôler les richesses, donc créer des zones d'instabilité à côté de nous. Or, nous, on a œuvré au contraire, que la Libye est un pays souverain, que la Libye est un pays uni, ça ne va pas être divisé, que c'est un pays qui a besoin d'un représentant légitime. On a vraiment travaillé sur ces dossiers. Solution politique. L'Égypte, mais justement, cette émission, elle parle de la politique étrangère internationale de l'Égypte. Les solutions politiques, ce qui est demandé à la tête, en fait, des demandes d'un gouvernement égyptien et d'un pays comme l'Égypte. La solution politique, et c'est l'Égypte qui a prouvé au monde, Dr Cherif, justement, devant la communauté internationale, que la Libye n'était pas un pays qui est fini, ni déchiré. Voilà, c'est pas un pays déchiré. Respecter la souveraineté des peuples. Et exactement. La stabilité des pays, les solutions politiques, afficher cette volonté politique de dialogue. Et respecter le choix de la personne qui les représente. Parce que les Libyens, ils ont accepté que le général Khalifa Haftar soit un guide de leur armée, des forces qui protègent le pays. Et là, c'est un choix du peuple. Oui, justement, puisqu'on parle de ça, Dr Cherif, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la communauté interne, pas la communauté, mais les pays qui s'ingèrent ou qui affichent une ingérence dans les affaires des autres pays, ont-ils compris ce message de la part de l'Égypte, que les solutions politiques sont une des meilleures solutions? Bien sûr, mais ils ne veulent pas... Chaque pays, c'est normal, chaque pays cherche son intérêt, chaque pays va poser la question. Et moi, mon intérêt en quoi exactement? La destruction du régime de Kadhafi, on sait qu'il y avait, comme avec Saddam Hussein, le pétrole derrière. Et c'était ça la pensée. Alors il y a toujours un intérêt. Alors c'est pour cela notre effort en tant que politique étrangère égyptienne, elle est double. Parce qu'on doit les convaincre d'accepter que la Libye reste un pays souverain et de leur faire convaincre aussi que c'est dans leur intérêt économique et international et politique. Et que, par exemple, la Libye sera un pays ouvert aux investissements. Et le peuple libyen est conscient aussi de cette... Bien sûr, de leur propre volonté politique. Je répète, la question, vous regardez la parade militaire, il y avait les parents de ces jeunes, et ces jeunes, ça montre que c'est un pays encore vivant, qui a fier et qui veulent vraiment protéger leur souveraineté. On a trouvé vraiment devant nous des gens libyens qui œuvrent pour leur patrie. Il faut leur donner notre message en tant qu'Égypte, donner à la Libye une chance à vivre. Il faut leur donner cette chance, c'est leur droit. Il faut les écouter. On ne peut pas être assez subjectif, mais je crois que le message est clair. On n'a pas besoin pas de dicter, mais on n'a pas besoin de réaffirmer que l'Égypte pense que c'est le peuple libyen qui choisit son propre. Mais je pense que la politique, elle parle elle-même, la politique étrangère de l'Égypte. Je parle de cet ennemi commun, le terrorisme, Daesh. Daesh toujours en Libye.
Vous avez cité que la question est aujourd'hui plutôt à côté de cette solution politique, qui va émaner bien sûr de la volonté du peuple libyen, mais je parle de l'autre côté de ce fantôme de terroriste. L'ampleur du groupe terroriste de Daesh, pas en Libye aussi, surtout dans notre région, nos frontières avec la Libye, au Sinaï, ce qui se passe, et notre opération égyptienne Sinaï 2018. Est-ce que vous pensez que l'ampleur de Daesh est la même ou a beaucoup diminué et a été complètement réduite? Ce qui se traduit aussi par le dernier récit qu'on vient juste de voir dans quelques instants, Damas en Syrie par exemple, qui contrôle totalement, l'armée syrienne contrôle Damas. Justement, j'allais commencer cette partie parce que un des papiers de recherche qui ont été faits récemment, c'est que les terroristes de Daesh, ils passent maintenant par Idlib, et là-bas, Idlib, c'est le contrôle de la Turquie, et ils font l'escale là-bas, et ils arrivent en Sinaï. Et là, c'est pour cela, le président Sisi était très clair et visionnaire lorsqu'il a dit « On mène un combat contre le terrorisme par un mandat du monde entier. » Les gens n'ont pas compris comment on fait la guerre pour le compte du monde entier. Ben oui, parce que maintenant, on sait qu'ils vont arriver chez nous, et c'est l'Égypte qui porte et qui va porter ce fardeau, mais on est capable et on est à la hauteur de le faire. Alors, ces paroles maintenant se traduisent clairement devant nous. On fait cette guerre, maintenant ils ont libéré l'Irak, la Syrie, et maintenant ils nous infiltrent par la Libye, et ils arrivent au Sinaï. Alors le fardeau est très clair. L'Égypte maintenant, non seulement elle a un fardeau diplomatique, mais aussi elle a un fardeau sécuritaire sur cette question. L'ampleur de Daesh, pour répondre à votre question, je reviens au point de le renseignement. C'est une guerre de renseignement. Et c'est une guerre de médias aussi, à montrer qu'on est capable, parce que cette guerre dure longtemps. Ça ne va pas être réglé le lendemain. Mais on sait très bien que tant qu'on a la volonté de liquider ces terroristes, tant qu'on a les moyens, tant qu'on a surtout les hommes, les gens, les jeunes de l'Égypte qui sont capables à faire cette guerre et la mener jusqu'au bout, je crois qu'on a vraiment un message clair au monde. On va vraiment arriver à un certain point où l'Égypte sera vraiment un pays pilier dans le combat du terrorisme. C'est pour cela, je trouve, non, l'ampleur de Daesh n'est pas encore finie. Daesh est encore là, en Sinaï et en Libye, mais ils sont vraiment maintenant dans une position très difficile, parce que diplomatiquement, l'Égypte a un poids maintenant, et on peut vraiment couper les bras qui les financent. On a cette capacité. L'Égypte maintenant a montré au monde, et tout le monde sait que la Turquie, par exemple, a la financé du terrorisme, le Qatar aussi, mais que l'Égypte a le droit de se défendre. Là, on va le faire. Et pareil pour la Libye. Mais la Libye, c'est très intelligent ce qu'on a fait. Si vous regardez la politique étrangère égyptienne sur les dossiers libyens et l'Éthiopie, on fait recours souvent aux pays voisins. On n'agit pas seul. Oui, tout à fait. Et c'est très intelligent. Ce qu'on a fait avec la Libye et la réunion trilatérale de l'Égypte, la Tunisie et l'Algérie, ce qu'on fait avec l'Éthiopie en ralliant à nous l'Ouganda et le Soudan, le sud du Soudan, l'Érythrée, c'est-à-dire qu'on veut vraiment trouver une solution. Alors le combat le plus dur, ça sera en Sinaï, parce qu'on sait très bien que là-bas, il y a une concentration de ces éléments. Mais on va en finir. Je suis très optimiste, et je répète, pourquoi je suis optimiste? Parce que concernant la guerre au Sinaï, la lutte contre le terrorisme. Parce que nous avons un chef d'État visionnaire qui nous a dit on mène une guerre. Beaucoup de gens n'ont pas compris au moment où le président Sisi l'avait dit, on mène une guerre du compte du monde entier. Là, c'est vrai. Il avait aussi affirmé que notre guerre avec le terrorisme est une guerre longue mais déterminée. Voilà. Et ça nous rend fiers qu'ils nous parlent et nous disent la vérité. Il ne nous a pas promis une solution le jour au lendemain.
Parce que n'oubliez pas qu'il y a maintenant, on parle dans les médias et dans les centres de recherche d'un nouveau Moyen-Orient. Non. Voilà. C'est terminé cette histoire. Exactement. Oui. Alors nous, on parle d'un retour de l'Égypte justement sur la scène arabe exactement. Et régionale. Et il y a des pays qui ne veulent pas ça, mais qu'ils veuillent ou non. L'Égypte est un pays pilier, est un pays solide, on l'a démontré. Et on va l'être souvent, en respectant la souveraineté de tous les pays autour de nous et en respectant aussi notre droit de se défendre et de protéger notre intégrité et souveraineté. Il nous reste 5 minutes, Dr Cherif. Je voudrais parler de la question palestinienne. Elle a été évoquée, bien sûr, la semaine dernière, la décision unilatérale de Trump, d'autres pays qui se sont alliés, bien sûr, derrière Donald Trump. La question israélo-palestinienne, le dossier palestinien. Quand est-ce que cette question va-t-elle voir le jour? Va-t-elle se terminer? Quand est-ce que nous pourrions voir un peuple palestinien qui ne souffre pas? Ça va commencer d'abord lorsqu'il y aura une seule voix des Palestiniens. Je crois que le Hamas au banc de Gaza donne tous les prétextes à Israël. L'Égypte a demandé à plusieurs reprises aux dirigeants de Hamas de s'asseoir avec le président légitime Mahmoud Abbas Abou Mazen, d'unifier... Justement, il y avait un entretien téléphonique entre le président al-Sisi et son homologue palestinien Mahmoud Abbas. Oui, il a remercié d'ailleurs l'Égypte pour sa position, parce que nous, on trouve, en tant que l'Égypte, que laisser les gens devant les canons israéliens comme ça à être tués, c'est une façon... Vous parlez de l'ouverture du passage de Rafah, vous parlez de l'autre côté que des aides humanitaires envoyées. Je parle de ce que le Hamas a fait les derniers jours, c'est-à-dire les masses qui voulaient traverser les frontières, entrer en Israël. Et ils étaient abattus, il y a eu 60 de morts. Je crois que les Palestiniens, ils doivent écouter l'Égypte là-dessus. Il y a une opportunité que l'Égypte maintenant reprend sa position, elle peut influencer le dossier et qu'il faut unifier la voix palestinienne. Je suis sûr, alors ce qui se passe maintenant avec Jérusalem et ce qui se passe maintenant avec toute l'escalade dans la région, c'est parce que les Palestiniens sont divisés et les Israéliens et les Américains, ils disent tout le temps, bah, on n'a pas d'interlocuteur. Tant qu'on n'a pas d'interlocuteur, on fait ce qu'on veut. Je crois que le moment où on commence à leur dire, voilà, exactement comme la question libyenne, c'est la politique qui se répète. Il faut un interlocuteur, il faut une seule personne. Lorsqu'il y avait Yasser Arafat, à un certain moment, les Israéliens, ils étaient obligés après ça de s'asseoir et négocier. Je crois que maintenant, c'est le moment. C'est que les Gazaouis doivent déterminer que le président Mahmoud Abbas Abou Mazen est un représentant officiel du peuple palestinien. Ils doivent accepter que, et je crois dans leur esprit, ils veulent ça, mais sauf que le Hamas n'a pas envie de perdre l'autorité. Oui, mais l'Égypte, elle a déjà fait plusieurs pas, plusieurs efforts. Et encore une fois, c'est la volonté, vous voulez dire, c'est la volonté des Palestiniens eux-mêmes qui doivent se mettre d'accord sur une Exactement, mais il y a une ingérence extérieure aussi, de la part de l'Iran et d'autres pays qui ne veulent pas voir ça. Mais je trouve que l'Égypte aura le dernier mot là-dessus et le peuple palestinien sera uni en tant que délégation politique et on va trouver une solution. D'accord. J'espère. Oui, Inch'Allah. Dr Cherif Amir, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Paris. Merci infiniment. Merci. Vous avez enrichi l'émission ce soir avec cette nouvelle vision de votre part concernant la politique étrangère égyptienne. Merci beaucoup d'avoir assisté. Merci pour votre invitation. Voilà, donc c'est la fin de cette édition de Direct. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle équipe et très bonne fin de soirée à tous et au revoir.